Bonjour et bienvenue à ce jour sur Canal Congo Télévision, mesdames et messieurs, 15 février 2021, 20 février 2024. Voilà, 3 ans et 5 jours que Samalou Kondé a passé à la tête de la primature de la République démocratique du Congo. Il a déposé sa démission. C'était ce mardi auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, conformément à l'article 8 de la Constitution et 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, car ce dernier est élu député national des élections législatives nationales du 20 décembre dernier. Suivez cet élément de nos confrères de la présidence. Il est très exactement 17h20 lorsque la Jeep officielle Toyota, immatriculée AGC 0001, fait son entrée dans les allées de la Cité de l'Union africaine. À son bord, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, visage décontracté, arborant un sourire spontané. Samalou Kondé est accueilli par le protocole d'État et passe l'un de ses derniers barreaux d'honneur. À quelques heures de la fin de l'exigence du choix à opérer entre le mandat législatif et l'exécutif lancé par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le Premier ministre élu député national à Kasenga, province du Haut-Katanga, s'est voulu plutôt conformiste. Au nom du gouvernement qu'il dirige depuis 3 ans et 5 jours, avec à son actif 125 conseils des ministres, le Premier ministre a présenté sa démission au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Samalou Kondé démissionne conformément à l'article 108 de la Constitution. Le président de la République a pris acte de cette démission. À l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc, aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasenga, et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix, et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre, et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'était une rencontre conviviale où le président de la République a pris acte de cette décision qui a été prise. Et c'était pour nous une occasion de le remercier. Remercier d'abord sur le choix qu'il avait porté sur nous, mais également, au-delà de ce choix, sur la collaboration qui a été faite de manière très loyale, en tout cas de moi vis-à-vis de lui, et qui aura permis à ce que, sur les missions qui auront été données au gouvernement que je dirigeais, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'éducation, les questions de la santé, les réformes économiques et financières et finalement le social, nous avons pu l'accompagner dans sa vision, en tout cas sur l'amorce surtout des grands chantiers qui lui sont chers. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Nommé Premier ministre le 15 février 2021, Jean-Michel Samalou Kondé a succédé à Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'issue
des consultations nationales qui ont donné lieu à la création de la plateforme politique Union sacrée de la nation. Et le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a conduit la délégation des députés nationaux de son parti, membre de l'Union sacrée, auprès de l'informateur Augustin Kabouya. Au sortir de cette audience, la secrétaire plutôt générale du MLC, Eve Bazaïba, a circonscrit les contextes de ces échanges. Suivez cet élément de Gisèle Etoko. Le concours d'aujourd'hui a été juste une formalité constitutionnelle à respecter. Vous savez que le mouvement de libération du Congo, y compris ses alliés, nous étions vraiment dans les bains de la campagne électorale, non seulement pour battre campagne pour le mandat du chef de l'État, mais aussi nous avons ratissé large dès le départ en déploiement des candidats et ensuite battant campagne partout. Vous avez vu personnellement le président national du MLC présenter les députés de l'Union sacrée, pas seulement du MLC, de l'Union sacrée, justement avec l'idée d'élargir la majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il en sera ainsi, parce qu'on a battu aussi campagne pour les députés provinciaux, il en sera ainsi aussi au Sénat. Donc nous sommes pour la majorité, nous sommes dans la majorité actuelle pour consolider les acquis de la législature passée. C'est-à-dire, sur le terrain, nous sommes forts, la majorité ensemble de l'Alliance de l'Union sacrée de la nation peut se sentir heureuse parce que nous sommes vraiment sur le terrain et nous avons une majorité confortable. Et après la formation, plutôt la démission du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et les consultations de l'informateur à l'Assemblée nationale, quel est le profil du prochain Premier ministre qui doit diriger les gouvernements congolais? La question taraude plus d'un esprit en cette période de tractation politique pour la formation du prochain gouvernement. Ainsi, suivez l'avis de quelques analystes politiques qui ont pu donner de leur voix. Suivez. Le ministre à venir devrait d'abord être quelqu'un de conviction. Ce n'est pas une personne qui est nécessairement inféodée à une autorité morale d'un parti politique, mais c'est quelqu'un qui a des convictions que le pays ici c'est son pays et que le pays est grand et que le pays a des grands défis. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit connaître au moins ce que c'est la République démocratique du Congo. Qu'on ne prenne pas quelqu'un qui n'a vécu toute sa vie que dans une ou dans deux seules provinces, qui ne connaît pas les réalités de la République démocratique du Congo. À partir de Kinshasa, il ne sera pas, comme beaucoup de pays qui sont passés, qui n'ont pas su savoir ce qui se passe réellement dans la vie quotidienne du Congolais moyen, du Congolais qui est dans le Congo profond. Ce poste-là équivaut aussi aujourd'hui bien à quelqu'un qui maîtrise aussi les paramètres économiques. Pas seulement ce qu'on appelle à l'école, voilà, mais vraiment les paramètres économiques de terrain qui puissent impulser pour que, par exemple, toute cette inflation que l'on sent venir, tout ce taux du dollar qui monte sans qu'on se rende compte, puisse quand même être maîtrisé. On en a connu dans le passé les gens qui sont parvenus pendant 3-4 ans, par exemple, à maintenir le taux d'échange. Et c'était positif. Le profil dépendra, de mon point de vue, des orientations politiques qui fondent ce choix-là. Est-ce qu'on veut former un gouvernement essentiellement politique où on aura des chefs de partis? Là, on aura un Premier ministre politique avec des capacités de gérer des chefs de partis. Mais si on veut former un gouvernement qui ne soit pas un gouvernement politique, mais un gouvernement technocratique, alors le profil, ce sera davantage un technicien qui pourrait provenir soit de l'espace Kangan Kivu, soit de l'espace Bandundu, le Katanga ayant dirigé pendant 5 ans la primature, et que le président venant de l'espace Kassai, il est très probable que ce soit les deux espaces-là qui bénéficient de la primature, et puis éventuellement, le président qui sort d'une campagne où les attentes populaires ont été énormes, et donc le besoin de commencer le travail le premier jour nécessite d'avoir quelqu'un assez vertébré, technique, qui soit même, dès les premiers jours, de prendre les dossiers et de faire avancer les choses. Ce n'est vraiment pas un chef de guerre. Ce que notre pays a besoin, c'est d'améliorer la gouvernance sécuritaire.
un gouvernement qui apporterait plus de clarification dans la chaîne de commandement, notamment, sur question de défense, plus de ressources pour l'armée, à travers un budget qui permette un investissement sérieux sur les questions militaires. Pourquoi on n'arriverait pas à 10% pour uniquement les questions de défense, pas les défenses et l'ordre public. Un gouvernement qui mette en place également une politique diplomatique avec le président qui nous permette de changer notre rapport de force diplomatique. Parce qu'à ce jour, si vous lisez les différents communiqués qui ont été publiés, qu'il s'agisse de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et même du Conseil de sécurité récemment. Et puis la France condamne la poursuite des offensives du M23 avec le soutien du Rwanda à travers un communiqué. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères indique que les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et la situation des populations civiles sont inadmissibles. Ainsi, Paris appelle au M23 de cesser les combats immédiatement et de se retirer de toutes les zones qu'il occupe, conformément aux décisions prises dans le cadre du processus de Nairobi. La position française sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC a été prise à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue à la demande de la France. La nouvelle fait grand bruit. L'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord visant à favoriser des chaînes de valeur durables pour les matières premières. En réaction, le politologue Joseph Kongolo a indiqué qu'au moins nous sommes en train de savoir plutôt qui sont donc nos ennemis petit à petit avec plus de précision. Suivant, il est au micro de Deus Buchanga. En réaction à l'accord conclu entre le Rwanda et l'Union européenne visant à favoriser des chaînes de valeur durables pour les matières premières, le politologue Joseph Kongolo d'indiquer que cela démontre à suffisance toutes les incohérences qu'il y a dans le verbiage diplomatique de l'Union européenne. Et de chaque membre de l'Union européenne. Et en particulier aussi les États-Unis qui sont l'allié principal de l'Union européenne. Donc, ça montre bien que c'est une réplique de la surmilitarisation du Congo, surarmement du Congo, et on a trouvé un canal précis pour transférer des armes sophistiquées au Rwanda et pour combattre le Congo. Donc au moins nous sommes sûrs, savoir, connaître avec précision qui sont nos ennemis avec précision, et là nous avons la certitude que l'Union européenne est parmi les ennemis déclarés de la République démocratique du Congo, parce qu'en lieu et place de la condamnation, et prendre des sanctions, c'est l'occasion pour l'Union européenne de signer des contrats sur un pays pauvre, parmi les plus pauvres du monde, en sol, en sous-sol. Alors, ça montre bien que c'est un canal, un prétexte tout simplement pour transférer des fonds, mais aussi des armes lourdes pour combattre la République démocratique du Congo et peut-être assouvir leur soif de balkaniser le Congo. C'était une guerre des puissances, ça n'a jamais été une guerre du Rwanda. C'est une guerre des multinationales, les multinationales qui font, n'est-ce pas, l'intérêt de leurs États. Donc nous savons de tout temps que ça n'a jamais été une guerre seulement du Rwanda, qui n'est qu'un sous-traitant dans cette guerre. En réalité, ce sont les multinationales qui sont derrière le Rwanda. Donc nous le savons, et aujourd'hui, au moins, ils ont démontré, ils sont sortis au grand jour. Nous savons les nommer aujourd'hui, comme nous avons nommé le Rwanda. Nous pouvons nommer aussi l'Allemagne, nous pouvons nommer la France, nous pouvons nommer la Belgique, nous pouvons nommer tous les États de l'Union européenne, et en particulier les États-Unis qui sont leur allié naturel. Le monde a célébré ce 20 février 2024 la journée mondiale de la justice sociale. Celle-ci touche à de nombreuses dimensions. À en croire les Nations Unies, la justice sociale est par définition fondée sur l'égalité des droits pour tout être humain sans discrimination. Suivez. Le 20 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la justice sociale. Celle-ci touche à de nombreuses dimensions. Selon les Nations Unies, la justice sociale est par définition fondée sur l'égalité des droits pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier de progrès économiques et sociaux partout dans le monde. Cela revient à dire promouvoir la justice sociale n'est pas seulement augmenter les revenus et créer des emplois, mais c'est aussi une question de droits, de dignité et de liberté d'expression pour les travailleurs et travailleuses, ainsi que d'autonomie économique, sociale et politique. C'est depuis le 10 juin 2008
que l'Organisation internationale du travail, OIT, a adopté à l'unanimité sa déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Celle-ci est l'expression de la vision contemporaine de la mission de l'OIT à l'ère de la mondialisation. La dite déclaration est le résultat des consultations tripartites engagées entre les représentants des gouvernements et des organisations d'employeurs et des travailleurs des 182 États membres. Cette importante déclaration établit un nouveau fondement essentiel pour les efforts en vue de promouvoir et réaliser la justice sociale grâce à l'agenda pour le travail décent et ses 4 piliers qui sont emploi, protection sociale, dialogue social et 3 principes fondamentaux au travail. Le général des Nations Unies considère que le développement social et la justice sociale sont indispensables à l'établissement et au maintien de la paix et de la sécurité entre les nations et en leur sein même, et qu'inversement, il ne saurait y avoir ni développement social ni justice sociale si la paix et la sécurité ne sont pas instaurées et si tous les droits de l'homme et libertés fondamentales ne sont pas respectés. Une croissance économique générale est soutenue s'inscrivant dans les contextes d'un développement durable et indispensable à la pérennité du développement social et de la justice sociale. Eh bien, en réaction à cette journée internationale sur la justice sociale, Maître Moïse Pika, il est avocat au barreau de la Gombe, invite les gouvernements à pouvoir appliquer la justice sociale partout en République démocratique du Congo. Il est au micro de Dorcas Vani. La journée mondiale de la justice sociale a pour objectif de défendre l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde sans discrimination. Qu'en est-il de la situation en République démocratique du Congo? Maître Moïse Pika répond. De comprendre, c'est l'ensemble des principes qui visent l'égalité des droits, des chances et d'accès pour tous les citoyens d'une société solidaire. J'espère que tous le connaissent très bien. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les hommes ou tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. C'est par cette disposition que ressort, n'est-ce pas, l'idée de la justice sociale qui veut que tous les hommes qui naissent libres et égaux en dignité et en droit aient, n'est-ce pas, l'accès à tous les services de l'État et que tous les hommes aient une certaine égalité de chances, de vie et de droits. Nous avons pour mission de créer l'égalité, c'est-à-dire permettre à tous les citoyens d'une société de bénéficier, n'est-ce pas, de leurs droits. Droit à la vie, droit à la dignité de sa personne, droit à l'accès à la liberté d'expression, liberté de réflexion, et droit aussi, n'est-ce pas, à l'accès. Parce que nous constatons que nous sommes en train de vivre dans une société où certaines personnes bénéficient d'accéder à certains services plus hauts de l'État et que d'autres personnes sont négligées ou marginalisées. Mais avec l'idée de la justice sociale, tous les hommes, avec son rôle, tous les hommes doivent, n'est-ce pas, avoir l'accès à tous les services de l'État, discrimination ou restriction. Je pense qu'avec la constitution de la République démocratique du Congo de 2006, la loi a repris, c'est que la déclaration, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la loi donne la chance à tous les citoyens congolais, n'est-ce pas, avec cette idée de la justice sociale, d'avoir l'accès. Raphaël Kabongo, député provincial de la ville-province de Kinshasa, a effectué le week-end dernier une descente au quartier Mapela. Nous sommes dans la commune de Massina, sa circonscription électorale. Il était question pour cet élu du mouvement de libération du Congo de pouvoir remercier ses électeurs grâce à qui il a obtenu un siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Suivez cet élément. Les députés provinciaux élus de la circonscription électorale des Massina pour le compte du mouvement de libération du Congo, Raphaël Kabongo,
a eu une séance d'échange le dimanche 18 février dernier avec sa base réunie au quartier Mapela dans la commune de Massina. Accompagné de toute son équipe d'élite, le Likinois du parti cher à Jean-Pierre Bemba n'a pas manqué de remercier ses électeurs pour les sièges lui accordés au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Raphaël Kebongo n'a pas manqué de revenir sur sa vision politique qui va caractériser son mandat au sein de l'organe délibérant quinois, vision basée sur la défense des intérêts collectifs de la population de la commune de Massina en particulier et celle de Kinshasa en général, assortie du devoir de redevabilité. D'où il a promis à sa base de revenir régulièrement pour lui rendre des comptes. Comme tout MLC, Raphaël Kebongo n'a pas oublié d'appeler à sa base un soutien tous azimuts au MLC et à son leader Jean-Pierre Bemba Gombo. Ici est de souligner qu'au cours de cet échange fruitier avec sa base, le député provincial Raphaël Kebongo a promis de retrousser ses manches pour être non seulement le porte-parole de sa base, mais aussi celui des sans-voix de la ville-province de Kinshasa. Arrestation des jeunes délinquants communément appelés Kuluna dans la commune de Matete. Ce mardi 20 février 2024, ces jeunes inciviques ont été arrêtés par le numéro 1 de cette municipalité. Je vous invite à l'écouter au micro de Dorcas Vani. Le bourgmestre de la commune de Matete, Mukumbi Mukawa, Jules, a posé un acte de bravoure très remarquable en appréhendant lui-même deux malfrats et qui en plein jour opéraient tranquillement entre les localités Kinzazi et Baboma. Cet acte devrait sans nul doute interpeller toute la population de Matete afin d'aider à lutter contre ce phénomène qui prend des allures de plus en plus inquiétantes. Ne pas dénoncer ces délinquants qui pour la plupart vivent dans nos quartiers, localités, avenues ou maisons, c'est être complice de ces actes odieux qui perturbent la quiétude de toute la communauté. Très déterminé à lutter contre ce phénomène, le numéro 1 de Matete vient de montrer l'exemple et une audience foraine est prévue à cet effet. Une ambulance du centre hospitalier Promédis a pris fait, c'était ce mardi 20 février 2024 sur le boulevard Lumumba au niveau de l'Imété 16e rue. C'est le manque du contrôle technique qui serait à la base de cet incident. Explication des Fiston Gali. C'était vers 15 h sous un soleil ardent de ce mardi 20 février en pleine chaussée du boulevard Lumumba dans la commune de Limité lorsque cette ambulance du centre hospitalier Promédis venant du pont Matete a subitement pris feu. Un fait dévorant qui, suite au manque d'inspecteurs, a su calciner le véhicule. Pas de perte à vie humaine, heureusement, tous les occupants, malades compris, ont pu être sauvés grâce à l'héroïsme des passants, affirment les témoins. Chauffeur pas dimi donc il y a un zambé na li chauffeur ambulance ya Promédis
ebandeko yango moko kuna ekomi na carrefour ya 16e rue bakangi nzela bamonika milinga na kati nde batelemisi chauffeur bino milinga ozomona te bafungoli bomo eza te moto nde eziki yango moko ezali ambulance ya police. La fréquence de l'incident n'est pas révélée, mais le manque d'entretien ou la non prise en compte du contrôle technique pourrait être à la base, indique un responsable de la police spéciale au roulage trouvé sur place. Contrôle technique, c'est vrai, il faut vérifier. Chaque fois, chauffeur va signer contrôle technique, et c'est pas l'examen qui va dans contrôle technique. Méconnaissable, cette ambulance a été mise de côté par les services appropriés de la police pour ne pas gêner la circulation, mais hélas, une aubaine pour les chasseurs de métaux qui n'ont pas tardé à s'investir dans leur travail malgré la chaleur dégagée. Question de survivre, disent-ils. Le contrôle technique doit être une obligation et l'État doit y veiller. Question d'éviter non seulement les incidents en pleine route, mais aussi et surtout les accidents mortels dans la ville-province de Kinshasa. C'est par là que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité revient à partir de 20h juste. RD Kinshasa sur Canal Congo Télévision. Au revoir.